Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash, 4 invités, 2 sujets, des coups de gueule et des coups de cœur. J'espère que vous avez bossé, messieurs, pour les coups de gueule et les coups de cœur. Hein. Vous avez ce qu'il faut dans le sac. Même trouver des coups de cœur, c'est difficile, mais en cherchant bien, on y arrive. Oui, au fond de votre cœur, Jacques. Et pour une fois, j'ai eu plus de mal à trouver un coup de pied qu'un coup de cœur. Voilà. Ok, Tariq est merveilleux. Mais vous serez pas. Allez, vous n'allez pas être étonné. C'est l'homme le plus positif du monde. Allez, donc premier sujet. En fait, je vous explique. Nous commémorons, fêtons. On n'a pas trouvé le mot. Dans tous les cas, ça fait 3 ans que la guerre Russie-Ukraine a commencé. C'est l'occasion de faire un bilan, d'autant plus qu'il y a une grosse accélération de l'histoire. Donc on va faire une spéciale Ukraine-Russie, avec une première partie qui sera l'accord Trump en Russie, Trump-Poutine. Ça aussi, c'est une grosse accélération. Et on en viendra en deuxième partie sur les conséquences pour l'Europe. Donc rendez-vous dans quelques secondes. Ah oui, non, pardon, j'ai oublié de présenter les invités, d'autant qu'il y en a un qui a travaillé. Alors, Philippe Murer, bonjour. Bonjour. Tariq Dali, bonjour. Bonjour. Claude Janvier, bonjour. Le sérieux. C'est votre combienième ouvrage, Claude ? Ça va être le 5e. Ah oui. Oui. Vous êtes sérieux, hein ? Non, on essaye. De quoi il parle, ce livre ? Eh bien, il parle de l'abandon français, donc de la perte totale de la francophonie, de la perte du rayonnement de la France, de l'invasion de la sous-culture américaine, du pillage états-unien sur l'Europe, etc., etc. Ok, très bien. Bah, écoutez, nous espérons ici parler un français correct. Hein, nous nous y efforçons dans tous les cas. Même si de temps en temps mes liaisons sont mal à propos, je suis parfaitement au courant. C'est comme ça. Ok, merci. Intéressant ce livre qui s'appelle « Quelque chose est pourri dans mon royaume de France ». Ouais, il y a un peu de Shakespeare dans votre titre quand même, hein ? C'était une chanson de Jean Ferrat. Ah, pardon. Oui. À l'époque, le troubadour, qui nous chantait communiste. déjà qui nous chantait déjà le poulet aux hormones, qu'on allait manger, les poulets américains aux hormones. Quand même, il avait quelque chose de visionnaire. Communiste sympathique. Communiste sympathique. Ok. Et le dernier, c'est Jacques Georges. Bonjour, Jacques. Bonjour. Ok, parfait. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour le premier sujet. Alors, le premier sujet, c'est l'accord Trump-Poutine. Il semble redessiner une configuration du monde. Très franchement, qu'il y a un mois, on ne voyait pas du tout arriver. Hein. Je ne sais pas pour vous. Ah oui ? C'est sur TV Liberté d'ailleurs. Très bien. Parfait, mais j'étais pas là alors. Ah non. L'élection de Trump laissait entrevoir quand même une évolution rapide. Okay. Globalement, ça bouge très fort. Hein. Ça secoue, ça bouge. Et le premier qui va s'emparer du sujet, je vais y arriver, c'est Jacques Georges. Jacques. Oh, ça va être rapide. C'est vrai ? Oui, alors effectivement, ça rebat les cartes parce que l'empereur d'Occident fait volte-face. Oui. L'empereur d'Occident fait volte-face. Trahit ses meilleurs appuis. Et il y a un sentiment de trahison de la part de tous ceux qui s'étaient engouffrés dans la voie de la punition vis-à-vis du méchant russe. Donc ça change effectivement le paysage complètement, très en profondeur, et les conséquences vont être considérables. Mais tu as posé la question de savoir pourquoi Trump agit ainsi. Alors, en fait, pour moi, quels sont les objectifs de Trump ? À mon avis, le premier objectif de Trump, c'est de ne pas se tromper de cible. Son ennemi, aujourd'hui, c'est plus la Russie, qui est le 15e en termes de PIB, c'est la Chine. Hein. Donc, ne pas se tromper de cible. La priorité des Américains, c'est de contrer la Chine, maintenant. Okay. Le deuxième objectif, c'est justement de découpler la Chine de l'URSS. Parce que l'URSS, c'est pas très gros, mais allié à soit la Chine d'un côté, soit l'Europe de l'autre, ça devient invincible. Ça devient quelque chose d'énorme. Donc il fait le contraire. Son objectif, c'est de découpler les deux, alors que nous, Européens, nous avons d'ailleurs stupidement, comme chacun le sait, nous sommes nous-mêmes découplés de celui qui était notre hinterland naturel. Vous pensez que c'est... Parce qu'on dit qu'il y a une autre réponse à ça, hein. C'est que Trump serait manipulé par Poutine
et qu'en réalité Trump aurait des biscuits contre Poutine. Oui. C'est les complotistes. Non, mais ce que dit Jacques Georges est très juste, moi, je pense. Ça fait 9 ans qu'on raconte cette légende. C'est manipulé par quelqu'un qui a un PIB c'est pas ça, c'est qu'il aurait rien dire. Bien, vous avez raison concernant le PIB. Pardonnez-moi, je mets ça sur la table parce que quand même ça, c'est évoqué que Trump serait tenu par Poutine. Donc ça veut dire ancien du FSB, avec des arguments sonnants et trébuchants. D'abord, ça fait 9 ans qu'on nous raconte cette légende. Ou des photos compromettantes. D'abord, ça fait 9 ans qu'on nous raconte cette légende, mais alors à ce moment-là, Ronald Reagan et George Bush, surtout le père, George Herbert Bush, étaient dans la main de la Russie aussi, parce qu'ils voulaient saisir la main tendue par Gorbatchev et Yeltsin, et on a fait battre George Bush en 1992 par Clinton, justement pour refuser cette main tendue, pour arrêter une alliance entre les pays d'Europe, les Européens, voilà, donc, les Européens là, qui soient d'Amérique. Les objectifs de Trump. Est-ce que vous... Non, justement, j'ai pas fini. J'ai encore une chose à dire, qui est quand même importante, c'est les chiffres. Oui. L'économie américaine, elle a, comme chacun sait, c'est très grand, elle est en pleine forme à certains côtés, mais les finances, pas du tout. Le PIB américain, en gros, c'est 10 fois la France. Le PIB américain, c'est 30 000 milliards de dollars, ou du USD, c'est à peu près pareil maintenant. C'est 30 000. Le PIB, ça c'est le PIB. L'endettement américain, c'est 34 000, c'est-à-dire 10 fois la France aussi. Le déficit budgétaire américain, fédéral, c'est 7% du PIB. C'est plus que 7% du PIB. C'est plus que nous. Hein, j'ai même le chiffre là, je l'ai plus tout à fait. Bref. Et le déficit commercial, c'est 10 fois le nôtre aussi, c'est 1100 milliards. Donc la situation financière américaine est catastrophique. S'ils n'avaient pas tous leurs avantages, toutes leurs forces par ailleurs, il faudrait le faire tout de suite. Ils ont le temps de le faire, mais il est nécessaire de le faire. Quoi, j'ai pas compris. Rétablir une situation saine, c'est tout, tout simplement, les finances. Et vous pensez que ça, c'est un moteur de Trump? Ah, ça, absolument. Parce que Trump, c'est pas un court-termiste, c'est quelqu'un qui voit loin. C'est quelqu'un qui sait distinguer entre l'essentiel et l'accessoire. Alors, je vais donner la réponse, la parole à l'économiste. Pour moi, c'est vraiment un mouvement géopolitique. La guerre en Ukraine, ça a été une énorme erreur des États-Unis parce qu'ils ont cimenté des ennemis communs contre eux. Ils ont fini de cimenter les BRICS. Donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, donc des grandes puissances. Quelle erreur, pardon, j'ai pas compris, parce que c'est la Russie qui envahit l'Ukraine, les États-Unis non mais à part en Occident, tous les médias et tous les pays, ces pays-là, savent très bien que c'est les États-Unis qui ont poussé à cette guerre pour faire cette guerre contre la Russie. Pas 3 ans. C'est un fait, c'est factuel, et c'est pour ça qu'ils se sont cimentés. Vous l'avez vu au moment de la guerre, et donc c'est un risque gigantesque pour les États-Unis. Et il y a un discours, en fait, pour moi, c'est le plus grand changement géopolitique mondiale depuis l'URSS, la chute de l'URSS, c'est le discours de Marco Rubio, qui représente ce que dit Trump. Marco Rubio, c'est le ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État. Il dit, en fait, que c'est la fin de l'impérialisme américain. C'est celui qui a rencontré Lavrov à Riyad, voilà, pour le situer. Hein. Voilà. Et donc, c'est lui qui définit la politique des affaires étrangères en accord avec Trump. Et il a dit, il en est fini de l'impérialisme américain. Nous ne sommes plus l'empire, le gendarme du monde. Nous sommes une puissance, la plus grande puissance, mais nous sommes une puissance parmi d'autres. Donc ce qu'a fait Trump, et moi j'en étais à peu près certain, c'est qu'il essaye de casser les BRICS. Parce que les BRICS sont un risque fondamental pour les États-Unis, un risque de dédollarisation. Donc il casse les BRICS vous êtes sur en prenant la Russie avec lui et Poutine. Ce qui est très important, n'oublions pas, c'est que Poutine, en fait, est un occidentaliste. Poutine aime l'Occident et Poutine voulait rentrer dans l'OTAN. Il n'arrête pas de critiquer le mode de vie. Il voulait rentrer dans l'OTAN au début des années 2000. Et donc il joue là-dessus, Trump. Après, attention, Poutine n'est pas le dernier des idiots, il va être méfiant. Mais il est en train de découpler un peu la Russie des BRICS. Et c'est le jeu que joue Trump. Et c'est un jeu intelligent et pragmatique. Alors, j'ai entendu... Pardon, il en reste 2 qui n'ont pas pris la parole. Je voudrais que vous répondiez à une question. Objectif de Poutine. On a compris les objectifs de Trump. Vous êtes à peu près d'accord tous les deux. Je pense qu'il y a des nuances. Oui, Jacques, mais la frustration, ça fait partie du métier. Oui. Messieurs, donc maintenant, je voudrais qu'on parle des objectifs de Poutine. Tariq, Claude, vous finirez. L'objectif de Poutine, c'est d'éviter d'être montré du doigt comme il l'est. C'est comme l'a dit tout à l'heure notre ami Jacques, c'est un pays qui est petit, qui a souffert économiquement et qui veut sortir de son isolement. Et l'idée de devoir avoir des alliés
en Europe et d'avoir un grand allié américain, c'est un objectif qui me semble important pour la Russie. Donc, Son donc objectif, la c'est Russie de sortir. Alors attendez, parce que là on parle de l'accord Trump-Poutine, Oui. qui n'a pour objectif au minimum à court terme que d'arrêter le conflit. Entre Donc autres. vous dites la Russie est désireuse d'arrêter le conflit. Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que comme c'est elle qui l'a commencé. Non, c'est pas elle qui l'a commencé. C'est pour ça ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça fait 11 ans que la guerre la guerre a éclaté. Ça, c'est l'invasion de la péninsule. Non, c'est depuis que Barack Maïdan. Obama a déstabilisé l'Ukraine en faisant tomber un président démocratiquement élu, en provoquant Maïdan et en provoquant des tirs de mortiers, des tirs de missiles depuis l'est de l'Ukraine vers la Russie. Enfin, il n'empêche que Voilà. la guerre Donc, dont on parle il y a 3 ans, non, c'est personne d'autre qui l'a commencé que la Russie. la guerre était larvée entre 2014 et 2022. D'accord. Et en 2022, Poutine en a eu marre. Il a dit maintenant ça commence à bien faire. Ok. J'en ai assez. C'est aussi bête que ça. La guerre, elle dure depuis 11 ans. Il faut Ok. ça, personne ne veut le dire. Mais Très bien. Non, mais certains disent qu'en fait, elle date de l'invasion de la péninsule. elle date du sabotage et des émeutes de Maïdan qui ont été destinées à déstabiliser une Ukraine qui ne voulait pas de relations conflictuelles avec la Russie. Ok. On peut pas dire que ça, l'Union européenne est également coupable là-dedans, puisque l'Union européenne, en accord avec Obama, voulait à tout prix, comme elle l'a fait avec les Pays-Bas, voulait à tout prix que l'Ukraine entre dans l'Union et qu'elle entre dans l'OTAN. Ben voilà, la Russie ne veut pas. Ok. Mais je la comprends très bien. Donc, objectif de Trump, réintégrer la communauté internationale. De Poutine. De Poutine, Bien pardon. sûr. Réintégrer la Oui, communauté oui. internationale Ah bah, je pense, oui. et arrêter les frais qui lui coûtent très cher. Bah, évidemment. C'est ça Il a plus de Poutine, quoi Et puis Poutine, voilà. il a ses objectifs de guerre. Il a récupéré le Donbass qui est russophone et qui était bombardé Et la Crimée. par la partie de Kiev, par le régime de Kiev. Il a récupéré le Donbass et maintenant ça lui suffit. Il n'ira pas plus loin, Trump, donc Poutine. Donc fondamentalement, il a ses objectifs. La guerre, elle a coûté quand même aussi des morts au niveau de la Russie. On dit que c'est 1000 morts ou blessés par jour, qu'il y aurait environ 1 million de morts ou blessés, et que ce serait un chiffre de 1 côté ukrainien à 3 côté russe. À mon avis, c'est exactement l'inverse, évidemment. C'est l'inverse. Ah oui, c'est beaucoup moins côté russe qui avait beaucoup plus de puissance. Mais ce qui est important, c'est que les maires russes n'auraient pas accepté que Trump tende la main à la Russie pour faire la paix et que Poutine dit on va continuer à envoyer vos enfants à la guerre. Vu que les objectifs sont atteints, pour Poutine, c'est parfait. Poutine est le grand gagnant de ce conflit. Ok. Qui aurait pu être évité, accessoirement. Hein. Claude Janvier, les motifs de Poutine, vous êtes en accord avec ce que dit Tariq Oui, alors je vais rajouter quand même quelques petites choses parce que en fait, Vladimir Poutine a été confronté à plusieurs choses au départ. C'est que les velléités donc des Américains placer des missiles en Ukraine aux portes de Moscou, parce que Kiev, Moscou, c'est 800 km à vol d'oiseau. C'est comme si tout d'un coup Vladimir Poutine avait placé des missiles à Cuba. Je pense pas que les Américains auraient beaucoup apprécié. On a déjà vécu ça. On a déjà vécu ça. Ensuite, qu'est-ce que veut Poutine ? Poutine, il a volé au secours un peu de la population du Donbass, qui est quand même à 95% russophone, qui se prenait des bombes, comme Tariq l'a dit tout à l'heure, depuis 2014. Donc ça a généré quand même 20 000 morts. C'est quand même pas rien. Je parle des bombardements incessants, donc des Ukrainiens sur la région du Donbass. En plus, ce que voulait Vladimir Poutine, et ce qu'il veut toujours, c'est une dénazification de l'Ukraine. Vous relayez ça ? Ah bien sûr, je relaye ça. Et le bataillon... J'ai l'impression d'entendre la propagande russe à plein pot. Non. J'expliquerai après pourquoi. Les bataillon... Ukrainiens seraient des nazis ? Non, mais attendez. Il y a des nazis en Ukraine. Claude, franchement, c'est une blague. Moi, je veux bien que vous disiez des bataillon choses. Azov. Mais il y a un moment où ma responsabilité d'animateur est engagée. Le bataillon des nazis Azov en Ukraine. Mais il y a des gens qui portent les insignes nazis en le Ukraine. bataillon Azov. Oui, ok, mais il y a des cons partout. mais il y en a plein en France. Moi, et j'en il y ai en a pas plein vu aux des gens qui ont États-Unis. des insignes nazis. Moi, je ne l'ai pas vu non plus. Claude, le pardon, centre droit, sérieux. le bataillon. Mais non, mais c'est pas. Claude, C'est une tu me laisses réalité. 30 secondes et je te rends la parole juste pour dire pourquoi les nazis sont là. Je vais t'expliquer, Franck. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le régime de Kiev C'est pas la voix de Poutine ici, pardonnez-moi. Non, ce qui s'est passé. Non, mais Franck, ce qui s'est passé. Moi, je veux bien, mais il y a un moment, je suis un peu responsable de ce qui se passe dans cette antenne. Est-ce que je peux parler de Vas-y, oui, Ce qui s'est passé, c'est le régime de Kiev a envoyé les Ukrainiens, les soldats ukrainiens, tirer sur la population ukrainienne du Donbass.
ces gens-là ne l'ont pas supporté. Et c'est pour ça il y a eu beaucoup de démissions dans l'armée, des suicides, parce que les soldats tiraient contre leurs frères. Et c'est pour ça qu'ils ont cherché... Je sais pas d'où ça sort. Source officielle, très officielle. Et c'est pour ça qu'ils sont allés en faire le bataillon Azov de pro-nazis, parce que eux, avec des insignes nazis, qui eux sont allés taper sur les frères du Donbass sans aucun problème. Je te rends la parole. Et d'ailleurs, Stepan Bandera, le héros national ukrainien, a quand même un passé plus que douteux. Cette histoire de national-socialisme à toutes les sauces, ça commence à me faire fatiguer aussi. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de cet argument pour on n'a pas besoin de cet argument pour remettre l'église au milieu du village. Vous avez un peu utilisé vos munitions en parlant des nazis. Je voudrais recentrer le débat. Vous avez parlé de Trump avec une vision que je trouve très stratégique. Oui. Très long terme. Oui. Et vous m'évoquez l'arrêt de la guerre du point de vue des objectifs de Poutine, parce qu'il veut arrêter les frais. Ça me paraît, d'un côté, il y aurait un stratège, et de l'autre, à peine un tacticien. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui sont loupés là? Il a gagné contre les États-Unis. La Russie a gagné la guerre contre les États-Unis en proxy. C'est gigantesque ce qu'il a fait. Justement, c'est très intéressant. Trump n'est pas qu'un idiot d'affairiste qui a réussi et qui vient par hasard en politique. Je crois que c'est un homme pratique, c'est un homme d'affaires sans doute, c'est un homme pragmatique, mais c'est quelqu'un qui a une vision de civilisation et de long terme. Moi, je crois que c'est un grand bonhomme, malgré tout. J'en suis convaincu. Et tiens, je voudrais ajouter un tout petit truc simplement là. Tariq disait que l'Ukraine était devenue américaine, ou une colonie américaine depuis 2014. Si j'avais le temps, j'expliquerais ma propre expérience. Moi, j'ai fait une mission pour la Commission européenne en 2000 et 2001 en Russie. Je peux vous dire qu'en 2000 et 2001, certains aspects stratégiques de la Russie étaient une colonie américaine, que les ingénieurs que je fréquentais à ce moment-là, dans les villes qui étaient des villes militaires, ils ne rêvaient que d'une seule chose, c'était d'embaucher par la CIA. Voilà. Ça, je peux vous le dire. Je l'ai vécu pendant des semaines en parlant avec eux. J'étais le seul Européen dans des très grandes villes militaires. Voilà. Et l'échec, et ça, c'est de la responsabilité. Ce qui s'est passé après, c'est de la responsabilité des administrations démocrates et de George Bush fils, des néoconservateurs, qui ont voulu à tout prix que la Russie fût un adversaire, un ennemi. Alors que la Russie ne demandait qu'à être l'allié. Exactement. En fait, la Russie pèse quand même 57 000 milliards de richesses. C'est aussi pour ça. Ça, c'est un vieux plan anglo-saxon qui voulait quand même envahir la Russie pour y payer les richesses. Il faut quand même l'avouer. Il y a deux vérités qui ont été dites aujourd'hui. C'est que la Russie, c'est un tout petit PIB. En gros, c'est l'Espagne. Oui, mais et qu'un autre côté, c'est un énorme potentiel de richesse et de ressources. En parité de pouvoir d'achat, c'est au-dessus de l'Allemagne. Et c'est plus la réalité, c'est que c'est un pays qui est plus puissant que l'Allemagne économiquement plutôt que moins puissant. Oui, je suis d'accord. Et en plus, la composition du PIB, attention, quand on met des médecins d'un côté et des fabricants d'acier de l'autre, c'est la même chose statistiquement, mais c'est pas la même chose en puissance réelle. Voilà. C'est un PIB solide. C'est ça que je veux dire. Voyager en Russie. En dehors de Moscou et de Saint-Pétersbourg, le niveau de vie est extrêmement bas. Et dans les campagnes, il y a énormément de misère. Il est difficile de parler de la richesse russe qui n'est visible que dans les grandes villes. Il y a de moins en moins de misère et de plus en plus de richesse. Parce qu'en fait, pendant la guerre en Ukraine, le PIB russe a cru de 3 à 4% par an. Contrairement à ce qu'a raconté Bruno Le Maire, accessoirement. C'est un beau sujet. Voilà un beau sujet, Franck. J'avais envie de vous faire rire. C'est assez réussi. Je voudrais qu'on parle de cet accord Trump-Poutine, dont certains disent qu'en gros, c'est une nouvelle répartition du monde qui serait en train d'être mise en œuvre. Et on a parlé juste avant le début de l'émission des accords de Yalta, qui en réalité ont trouvé... Donc Yalta, c'est 44 ou 45 45, ok, qui ont été préparés à Téhéran en 43, qui consistaient à répartir les zones d'influence... Entre deux empires, oui. Entre deux empires. Et là, en gros, la Russie récupérerait une partie de sa zone d'influence passée. Non, en fait, c'est plutôt un monde multipolaire. En fait, la réalité, c'est que nous sommes dans un monde multipolaire. Les États-Unis, qui sont des gens pragmatiques, et Trump, qui est pragmatique, a dit, on prend notre perte, nous ne sommes plus l'Empire, nous sommes
sommes dans un monde multipolaire où il y a différentes grandes puissances. Mais c'est pas une répartition des zones d'influence du monde, c'est la reconnaissance que nous sommes dans un monde de nations multipolaires, d'où tout le problème de l'Union européenne et de l'Europe et de la France qui est englué dans un truc supranational. Ça va être le deuxième sujet. Claude Janvier. Les États-Unis vont tout faire pour conserver l'hégémonie du dollar au niveau international. Parce que ce que beaucoup de gens n'ont peut-être pas perçu, c'est que les BRICS commercent maintenant en yuan, en rouble, etc., etc. Mais la monnaie qui va rester au niveau des échanges internationaux et commerciaux, ça va être encore et toujours le dollar. Et c'est ce que veut Donald Trump aussi, bien entendu. C'est commun aux républicains, aux démocrates, à toutes les administrations. De toute façon, c'est commun à l'empire américain. Par définition. La Russie, c'est le PIB de l'Espagne en apparence. En parité de pouvoir d'achat, c'est beaucoup plus que ça, effectivement. Mais surtout, la Russie, c'est un potentiel énergétique et de matières premières qui va qui peut faire basculer la Chine ou l'Europe d'un côté ou de l'autre. C'est un acteur pas passif, mais c'est important d'avoir la Russie dans sa poche. C'est celui qui a la Russie dans sa poche est le maître du monde. Voilà. Écoutez, le temps est écoulé, mais je vais faire un petit supplément. Est-ce que vous pensez que le pari éventuel de Trump de découpler la Russie de la Chine pour la raccrocher à l'Occident, c'est ça que vous êtes en train de dire, est-ce que c'est un pari qui est gagnant ou est-ce que c'est un pari qui est très incertain? Je vais faire un tour rapide. Je vais aller tourner de droite à gauche. C'est un pari qui est gagnant, mais il n'est pas gagné. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a des accords, mais la Russie n'est pas née de la dernière pluie. Elle ne va pas se jeter dans les bras des Américains comme ça, alors qu'elle a tellement souffert des Américains depuis 20 ans. Ok. Tariq. Il ne peut être que gagnant, puisque la Russie n'a aucun intérêt à être le vassal de la Chine, et la Russie veut exister. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais le problème, c'est effectivement, comme nous dit Philippe, c'est pas gagné parce que effectivement Poutine n'est pas tombé de la dernière pluie. Et puis surtout, que vont faire les Européens? Je pense que ça va être le sujet. Ça va être le sujet numéro 2. Mais le problème, c'est l'aveuglement depuis 30 ans. Pourquoi est-ce que l'Europe et les États-Unis se sont évertués sans hésiter, toujours en permanence, avec constance, à vouloir jeter la Russie dans les bras de la Chine? C'est ça la question. C'est l'aveuglement de l'Europe et des démocrates américains. C'est terrifiant. J'entends bien, mais certains pourraient vous répondre. Ok, on aurait pu tendre la main à la Russie, mais avec ce qui s'est passé, on a refusé de la saisir. Avec ce qui s'est passé en Ukraine, c'est devenu impossible de dialoguer 25 ans plus tard, après la main tendue. En 90, lorsque George Bush a mis fin à la guerre froide avec Yeltsin et Gorbatchev, on avait tendu la main. Et on a traîné. George Bush, on l'a fait battre. On a fait venir Clinton. Et puis la suite, vous la connaissez. Difficile quand même de croire que la Pologne, la Finlande, tous les pays d'Europe de l'Est qui étaient sous le rideau de fer vont être OK avec ça. Parlons-en de la Finlande. La Finlande n'était pas dans le rideau de fer. La Finlande avait gagné la Finlande. Vous jouez, oui, OK. Non, je suis désolé. La Finlande a gardé son indépendance. Ça n'a jamais été une démocratie populaire. Je suis allé en Finlande plusieurs fois. C'était un pays très agréable. Et le truc, c'est que ce pays-là... N'empêche qu'il n'avait pas intérêt à bouger une oreille. Ce pays-là était neutre, au même titre que l'Autriche ou l'Irlande, si vous voulez. Mais il a fallu attendre que 30 ans après la chute du communisme pour faire rentrer la Finlande dans l'OTAN. Attendez, excusez-moi, c'est une manipulation. C'est parce qu'il y a quelques idéologues à la tête de la Finlande. C'est juste parce qu'ils ont la trouille. Mais non, attendez. Comme les Pays-Bas, ils ont la trouille. Les Finnois n'ont pas. Comme les Suédois. Les Finnois n'ont jamais eu la trouille. Les Suédois qui ont toujours été neutres, ils entrent dans l'OTAN. Justement, ils sont rentrés dans l'OTAN. C'est parce que les peuples ont la trouille. Non, c'est pas les peuples, ce sont les dirigeants. Les dirigeants à la remorque des idéologues de l'Union européenne qui sont là. Voilà, c'est tout. Claude, le pari sur. Il n'y a pas eu de référendum ni en Finlande ni en Suède pour en adhérer à l'OTAN. Eh bien, le pari, c'est que je pense que Vladimir Poutine n'est vraiment pas né de la dernière pluie. Il a toujours été. La Fédération de Russie a signé des accords avec l'Ukraine, Minsk 1 et 2, entérinés par la France d'ailleurs et l'Allemagne. Personne n'a jamais respecté les traités. Donc le président Poutine, il va se méfier. Il va se méfier pour le futur, effectivement, de Donald Trump. Et je pense qu'il a en tête une déclaration de Kissinger, que je vais rappeler brièvement ici, c'est que être l'ennemi des USA est dangereux, être l'ami des USA est fatal. La Russie. Ok, très bien. Et Jacques-Georges, vous y croyez, vous? Mes collègues ont déjà dit excellemment tout ce que j'aurais pu dire. C'est gagnant, c'est pas gagné, et effectivement.
Et moi, je ne crois pas du tout au péril russe. Alors là, franchement, c'est une rigolade. D'accord. C'est une rigolade tragique, malheureusement, et fabriquée. Et je dois dire que, franchement, je voudrais interroger un Suédois, peut-être pas quand même un Balte, malgré tout, mais enfin un Suédois ou un Finlandais pour savoir réellement ce qu'ils pensent. Il doit y avoir un gros décalage entre l'opinion publique et puis les dirigeants déjà un petit peu, comment dirais-je, très formés, très. Ça tombe bien, c'est des démocraties. Ils vont pouvoir voter contre les dirigeants qui auront décidé de l'incorporation à l'OTAN. Espérons-le, mais de toute façon, l'Europe et les nations européennes, pas seulement l'Europe, parce qu'on tape toujours sur l'Europe globalement, mais les nations une par une, ont quand même régulièrement depuis longtemps pris toujours la mauvaise direction. Bon, écoutez, vous me faites un enchaînement absolument parfait. Merci pour l'animation. On se retrouve donc dans quelques secondes pour le deuxième sujet, qui est, dans le cadre de ce qui se passe en Ukraine, le futur de l'Europe, on va dire. À tout de suite. Allez, rebonjour. Deuxième partie de l'émission consacrée aux 3 ans de la guerre russo-ukrainienne. Ce qui se passe, c'est que si le conflit est réglé selon les termes qui sont annoncés, en gros, l'Europe n'est pas à la table de négociation, l'Ukraine n'est pas à la table de négociation, c'est un deal direct entre la Russie et l'Ukraine. Premièrement, quelle doit être la réaction de l'Europe ? Quelle doit être la réaction de la France ? Est-ce que nous avons quelque chose à dire, quelque chose à faire ? Quelles sont nos marges de manœuvre ? Et c'est Claude Janvier qui s'y colle. Je m'y colle. Alors allons-y. Le problème de l'Europe, c'est que l'Europe est entièrement vassalisée aux Américains depuis bientôt trop longtemps. Depuis bien trop longtemps. C'est-à-dire que Bruxelles, en tant que capitale politique, obéit à l'oligarchie financière mondiale anglo-saxonne. Et ça, depuis la création de l'Europe, c'est malheureusement un fait. Mais ça, c'est le passé. Ah non, mais ça, c'est passé. l'analyse d'avant les changements Trump tout récents. Oui, puisque, en gros, Trump dit la France, vous êtes peut-être nos vassaux, mais vous ne comptez pas. Non, on compte pas parce que de toute façon, nous sommes les vassaux des Américains. Okay. Et que les Américains sont arrivés en Europe pour mieux la piller, ils ne sont pas venus nous aider. En 1917, ils n'ont pas débarqué en Europe pour nous sauver de la guerre. La guerre en 1917, on était sur le point, nous Français et Anglais à l'époque, on était sur le point de l'emporter. Mais on est en 2025. Non, mais attendez, je continue. Maintenant. C'est un peu... Non, mais... Messieurs, je termine. Je termine. Mais ils sont venus en 1917 pour commencer à mettre le pied en Europe. Et vous continuez sur 1917. Oui, parce que c'est... Maintenant, on va parler de 44, 45. Non, mais attendez, je continue. Claude, il nous reste 13 minutes. Si vous me faites un exposé sur les 2 guerres mondiales, je veux bien, mais c'est plus la même émission. Je ne fais pas un exposé sur les 2 guerres mondiales. J'essaye d'expliquer le contexte historique de l'emprise américaine sur les Européens. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est en très mauvaise posture par rapport, effectivement, aux géants américains. Aujourd'hui, en 2025, on n'a plus d'armée. On n'a rien à dire. On n'a rien à dire. Emmanuel Macron n'a rien à dire. De toute façon, il ne dit rien. Il était pour la continuation de la guerre avec Keir Starmer il n'y a pas longtemps et avec Olaf Scholz avant qu'il soit éjecté. Aujourd'hui, là, il est parti voir Donald Trump aux États-Unis et tout d'un coup, il revient. Oui, il faudrait quand même qu'on parle de paix. Fantastique. Tant mieux d'ailleurs si on parle de paix. Il ne faut quand même pas oublier que l'Europe est aussi une colonie numérique de plus en plus des États-Unis. Bien sûr. Aujourd'hui, numérique, j'entends, c'est-à-dire que tout est contrôlé par les GAFAM. J'utilise Instagram comme vous, je sais où ça vient. Tout est contrôlé par les GAFAM. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut se passer des États-Unis ? Il vaudrait mieux. Est-ce que c'est faisable ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'il faudrait faire, c'est d'arrêter de servir la soupe aux USA. Ça, c'est clair. Ok, on fait la suite sur le réveil de l'Europe. Le vrai problème de l'Europe, c'est que ils ont dit, nous ne voulons pas parler à Poutine. Poutine est un dictateur, nous ne voulons pas parler. Oui. Poutine leur a dit, ils veulent pas nous parler, ils ne seront pas à la table des négociations. Okay. Je veux dire, on a une attitude complètement ridicule de caniche des Américains, et donc on n'est pas invité à la table. On n'invite pas le caniche quand il y a une négociation, on invite les grandes personnes, et j'en suis extrêmement malheureux. Et si vous voulez... Vous pensez que c'est pour toujours ça ? Que les négociations qui vont suivre... Oui, c'est pour toujours tant qu'on reste dans l'Union européenne. Pourquoi ? La réalité, c'est l'Union européenne, je vais vous dire pourquoi. Okay.
c'est que l'Union européenne a créé un désastre avec ses prix de l'énergie chère, et a détruit énormément d'entreprises, énormément de richesses. Et la seule chose qui reste à l'Union européenne, c'est de cristalliser la colère qui est à l'intérieur pour l'envoyer à l'extérieur vers la guerre. Et moi, j'ai entendu des choses qui m'ont scotché. C'est-à-dire Ursula von der Leyen qui dit aujourd'hui, eh bien, on va envoyer plein d'armes en Ukraine, on va accélérer, alors qu'on est dans la période de la paix. Alors, donc c'est la paix. Alors imaginons, on va scénariser un petit peu. Juste un point, une phrase encore plus folle de Darius Rochebin, qui est pas n'importe qui connaît un présentateur d'origine suisse, éditorialiste et qui connaît beaucoup de gens LCI, importants sur LCI. Il a dit: on peut rester optimiste, la guerre peut continuer parce qu'on va livrer des armes. On peut rester optimiste que la guerre continue. Nous avons des gens qui sont des bellicistes, alors que nous voulons la paix. Ursula von der Leyen, Darius Rochebin, j'ai presque envie de vous dire, cherchez l'intrus. Il y en a un qui est un éditorialiste, c'est très bien, mais c'est pas lui qui décide. Qui vous dit qu'il faut rester optimiste parce que la guerre va continuer. Excusez-moi, il faut quand même oser le sortir. Et puis atomique sur la Fédération de Russie. Et puis d'abord, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, on n'invite pas le caniche. Et qui c'est qui nous a mis dans cette situation? C'est l'Europe qui a voulu cette guerre. On n'invite pas le caniche. On sait toujours pas pourquoi. On n'invite pas le caniche. Non, mais attendez, on sait toujours pas pourquoi. C'était quoi les buts de guerre de l'Europe lorsqu'elle s'est embarquée dans cette foutaise il y a 3 ans? Personne ne s'est embarqué dans cette foutaise. C'est la Russie qui a envahi l'Ukraine. Vous pensez qu'on n'aurait pas dû soutenir l'Ukraine? C'est ça, en fait, votre... Je pense déjà que la guerre existait déjà 8 ans avant. Ce que j'arrête pas de dire, ça fait 11 ans que la guerre a éclaté. Il y a 3 ans, je dirais c'est un épiphénomène, c'est l'autre, il a réagi, c'est tout. Il y avait des accords de paix en avril quasiment exactement. Et c'est Boris Johnson, qui était Premier ministre britannique à l'époque, qui est allé, qui a dit il faut pas signer. Parce que l'accord était signé entre Zelensky et Poutine avec le grand Turc à Ankara. Voilà, c'était signé. Et c'est les Britanniques qui sont allés pour dire il faut pas signer, on va continuer la guerre. Mais c'était quoi le but de guerre de l'Europe? Non. Est-ce qu'une paix séparée entre la Russie et les États-Unis est crédible sans l'Europe, qui est au cœur du conflit? Mais évidemment qu'elle est crédible. Ah bon? Mais évidemment parce que l'Europe ne pèse. Qu'est-ce qu'elle va faire, l'Europe? Elle va faire les gesticulations de M. Macron. Vous pensez que les Ukrainiens vont s'arrêter de... Mais évidemment qu'ils vont se résigner? Mais attendez, il n'y a personne pour les aider. Ils n'ont pas droit à la parole. Non, je voudrais quand même, là, je suis d'accord avec mes collègues, mais là, sur un point, c'est sauver quand même un peu l'honneur de l'Europe. Parce que l'Europe ceci, l'Europe cela. Non, c'est pas l'Europe. Ce sont je veux dire que les défauts de l'Europe, vous les retrouvez à l'état accentué au niveau français et au niveau des différents pays qui la composent. Donc l'Europe, je voudrais qu'on distingue, quand même qu'on sauve l'honneur de l'Europe. L'Europe, c'est notre remède et l'Europe, c'est notre futur à long terme. Ça, j'en suis absolument persuadé. Moi, je me définis... L'honneur, il tient à quoi dans cette guerre-là? Comment se manifeste-t-il? Non, mais l'Europe s'est trompée, c'est vrai, sur la guerre en Russie, mais elle n'est pas la seule, malheureusement. Elle n'aurait pas dû soutenir l'Ukraine? Elle aurait dû soutenir l'Ukraine. On n'avait pas à se mêler de cette histoire. L'Europe malheureusement a mal engagé malheureusement tout ce qui est destinal. Malheureusement, c'est mal foutu. Sur la Russie, elle s'est trompée. Sur l'immigration, elle s'est trompée. Et sur l'innovation, elle s'est trompée. Sur la stratégie de Lisbonne, elle s'est trompée aussi. Ça fait beaucoup. Ça fait très lourd. Mais je veux quand même sauver l'honneur de l'Europe parce que l'Europe, c'est notre futur. C'est notre seule possibilité de continuer à exister. Voilà, c'est tout. Je suis pas en désaccord avec Jacques. C'est de sauver l'honneur de la France. Je suis pas en désaccord. Le machin européen, franchement, si on pouvait lui botter le cul et qu'il disparaisse. Je suis pas en désaccord avec ce que dit Jacques. La question, ce sont effectivement les dirigeants, c'est Madame von der Leyen, c'est Monsieur Macron, etc. Mais en Europe, il y a par exemple un Viktor Orban qui, bien que son pays ait subi 50 ans de communisme, et d'ailleurs, je rappelle que Viktor Orban, qu'on traite de tous les noms aujourd'hui, à l'époque communiste, c'est lui qui a résisté. C'est lui qui a dit les communistes, j'en veux pas, et qui a créé un petit parti. Eh bien, lui, il dit qu'est-ce qu'on fait dans cette guerre? Qu'est-ce qu'on est allé faire là-dedans? Et la Russie n'a pas d'autre ennemi. Donc voilà, donc il y a quand même des dirigeants. Le problème, c'est qu'on a donné le pouvoir à une technostructure non élue. Madame von der Leyen, elle vient d'où? Elle est là parce que Monsieur Macron l'a soutenue. Je rappelle que c'est pas elle qui aurait dû être commissaire européenne il y a 6 ans. C'était Manfred Weber. Et qui c'est qui s'y est opposé? C'est Monsieur Macron. Alors, on sent néanmoins, il y a un changement de... L'Europe, c'est aussi Orban. Voilà. Et c'est pour moi d'abord Orban. Voilà. Il y a plus vers les pays de l'Est que l'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Ouest est plus inféodée aux États-Unis que l'Europe de l'Est. Parce que l'Europe de l'Est, Pologne, c'est ce qu'est la dictature. La Géorgie, parce que l'Europe de l'Est, c'est ce qu'est la dictature. Ok, donc l'Europe est traitée comme un caniche. Je trouve que le parallèle tient. Fait pour. Maintenant, c'est mis dans un mauvais cas, oui, bien sûr. L'Europe veut se réarmer.
et assurer son autonomie par rapport aux États-Unis. Ce qui est logique. Oui. Le caniche, on lui donne des coups de pied, il dit « je rentre pas dans la niche, je vais aller voir ailleurs ». Okay. Je me transforme en berger allemand, oui. Peut-être, je me transforme en berger allemand. À propos, l'Allemagne a décidé de se réarmer et de mettre des centaines de milliards sur la table pour avoir une armée équipée. Ce qui va prendre des années. Alors justement, c'est un vrai débat, ça. Ah, mais parce que c'est toujours comme ça que ça se termine, les programmes, c'est qu'à la fin, la France paye et puis les autres achètent des armes américaines. Quand la Pologne est rentrée en 1998 dans l'Union européenne avec 10 milliards d'euros garantis par an de fonds, ce qui était gigantesque, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté des F-16. Il n'y a qu'une seule armée qui vaut la peine en Europe, c'est celle de la France. La dissuasion nucléaire, c'est la seule qui compte, puisque le bouton anglais, il est lié au bouton de Washington. Ils n'ont pas vraiment une vraie dissuasion nucléaire indépendante. Et en fait, le problème de la France, c'est que ça va être les Allemands qui vont, comme d'habitude, avec l'égoïsme allemand redoutable auquel nous devons faire face, ils vont vouloir soit acheter des armes américaines, soit construire une industrie de défense allemande contre les Français. Mais la France, quand même... Pardonnez-moi, j'ai appris une chose. Je vais. L'égoïsme allemand, ça, l'Allemagne a été vaincue. Je ne sais pas si tu te souviens, mais l'Allemagne a été vaincue et elle reste encore dans sa tête aujourd'hui. Hein. Ouais, mais l'Allemagne est forte avec les faibles et faible avec les forts. Nous sommes faibles avec elle, donc elle nous écrase. C'est ce qu'on dit de Trump, qu'il est fort avec les faibles. Le deuxième pays aujourd'hui, toujours fabricant d'armes et vendeur d'armes au monde entier. On est juste derrière les États-Unis. Absolument. Alors, n'oublions pas que l'Europe, on va parler de chiffres, hein. C'est 18 000 milliards de PIB. C'est quand même le deuxième ou le troisième mondial. C'est quelque chose quand même qui a un poids. La France, c'est le clodo de l'Europe, d'accord, mais l'Allemagne et quelques pays vertueux ont quand même des excédents budgétaires, des excédents commerciaux et une puissance financière absolument extraordinaire. Une capacité la balance des paiements courants, de l'Europe à 27, c'est 600 milliards. Hein. 600 milliards alors que les États-Unis, c'est négatif. Les Américains vont nous le faire cracher parce que ça va se rééquilibrer. Je voulais faire un petit point sur quelque chose qui est très dangereux en Europe. C'est qu'en fait, là, l'Ukraine est en train de perdre, a perdu la guerre, la paix va être signée. Mais il faut que ça aille vite, parce que vous vous rendez compte qu'on a un pays où il y a énormément d'armes de guerre qui circulent, un pays extrêmement corrompu, un pays où il y a eu 500 000 morts. Les mères ukrainiens ont perdu 500 000 enfants, quoi. Et combien d'estropiés, ça j'en sais rien, mais encore beaucoup plus. Et c'est un pays où il y a énormément de haine, de tension, de ressentiment, et la guerre civile pourrait venir. Et même il y a quand même une nation qui s'est construite en opposition à la Russie. Oui, il y a une partie de vérité. Même, ça existe, France, il y a une partie, sauf que le problème, c'est qu'il y a 6 langues en Ukraine. Et c'est une communauté, c'est multiculturel avec 6 langues. Moi, je crains le risque de guerre civile, et ça, il faut s'en occuper. Éviter qu'il y ait une guerre civile sur ce qui reste de l'Ukraine. Et puis, c'était 50 millions d'habitants, c'est 30 maintenant. Rien que ça, pour moi, c'est terminé. Entre les morts et ceux qui sont partis. Hein. Absolument, et c'est ça. L'épée de Damoclès quand même, qu'on l'oublie, c'est la Transnistrie. Ce petit État coincé entre la Moldavie et l'Ukraine, où il y a 1500 de mémoire soldats russes stationnés, et où il y a une réserve de bombes incroyable russe, enfin de l'époque soviétique. Et ce petit pays, ça peut aussi dégénérer, vu que ça sera dans le deal avec les États-Unis sur l'Ukraine, la Transnistrie. Non, mais ça, c'est une dinguerie. Il va falloir régler la Transnistrie, c'est une dinguerie. Il va falloir régler cette histoire-là, parce que c'est effectivement... Mais c'est pas près d'être réglé. C'est un pied de la... Non, mais Philippe, ça ferait partie du règlement de la guerre en Ukraine. Pas tous ensemble, il faut être un gros sujet. Enfin, c'est un sujet compliqué parce que la Transnistrie, c'est un morceau de la Moldavie qui est un morceau de la Roumanie. Hein, si on remonte un petit peu l'histoire. Bon, dans ces pays-là, dans ces pays où je suis allé d'ailleurs, on parle roumain. On parle russe et roumain. En Transnistrie, on parle plutôt russe. En Moldavie, on parle encore plutôt roumain. Bon, donc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en Ukraine, on parle plus russe. Ça va pas être facile, hein, de toute façon, parce qu'il y a toute l'histoire depuis 45. En fait, ça date de 45. Tout ça, c'est Staline une fois encore. Hein. Oui, c'est les partages. C'est le petit c'est les zones d'influence dont on parlait, Yalta, Téhéran. Absolument. Ok. Alors, je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez mentionné sur le parapluie nucléaire français. Maintenant, certains disent, et particulièrement en Allemagne, on a compris que le parapluie nucléaire américain ne nous protégeait plus, et on demande au parapluie nucléaire français de s'étendre au territoire allemand, et pourquoi pas au reste de l'Europe. Est-ce que vous pensez que c'est une solution ?
Est-ce que vous pensez que c'est crédible? Est-ce que vous pensez qu'on doit s'engager ou c'est une horreur dont qu'on doit refuser? Moi, ce qui me paraît très dangereux, c'est de céder ce parapluie nucléaire à l'Union européenne, parce que c'est ce qui va se passer. Oui. Les Américains sont beaucoup plus intelligents que nous dessus, beaucoup plus forts. C'est-à-dire qu'ils disaient, OK, on vous protège avec le parapluie nucléaire. Mais je peux vous dire que si les pays baltes allaient provoquer la Russie, qu'il y avait une guerre entre la Russie et les pays baltes, il n'y aurait pas eu de parapluie. il n'y avait pas de parapluie nucléaire. Et j'ai peur que les Français, les dirigeants français actuels utilisent... En fait, donne un blanc-seing à ces pays pour aller provoquer la Russie. Parce que ces pays sont furieusement anti-russes. Kaja Kallas, ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, a dit qu'elle voulait que la Russie soit découpée en plusieurs morceaux. Donc c'est pas sérieux pour un pays d'1 billion d'habitants qui est à 100 mètres, enfin qui a une frontière avec la Russie. Donc je trouve que c'est quand même très dangereux. Moi, donc je ne veux sur ce parapluie, vous vous dites que ça n'est pas raisonnable, ni même possible? La dissuasion nucléaire, elle est française, elle n'est pas européenne. La dissuasion nucléaire française, mais rien n'interdit à la France de dire, écoutez, on vous protège, mais vous allez payer, etc., comme font les Américains. Oui, mais pas. En revanche, là, le danger... Et vous achetez français ou vous achetez européen plutôt que d'acheter des... Exactement. Okay. Mais le problème, c'est qu'avec les dirigeants que nous avons, qui s'appellent Macron, Bayrou, Tartampion, ou même tous ceux qui sont déjà sur la ligne de départ pour le succéder... Oui, mais ils changent régulièrement. Oui, mais vous savez, comme disait Anatole France, les Républicains se gouvernent mal, mais se défendent bien. Oui. Donc tout est prêt pour qu'il y ait un nouveau Macron pour lui succéder. Hein. Donc je redoute, je suis pas convaincu de du changement, la façon dont on va se débarrasser de ces gens-là. Donc tant qu'on aura des gens comme ça, ils vont effectivement, le risque, c'est de céder la capacité de dissuasion à l'Union européenne. Et ça, c'est une catastrophe absolue. Le parapluie français. Je crois que de toute façon, la force de dissuasion française, franco-française, c'est pas réaliste, ça n'a pas d'avenir, etc. Il faudra d'une manière ou d'une autre la partager. Moi, j'en suis absolument persuadé. Non seulement je pense que c'est nécessaire, mais je pense que c'est souhaitable. Mais avec quand même certaines précautions, notamment, effectivement. À l'intérieur de l'Union européenne, il y a toutes sortes il y a beaucoup de divergences profondes sur ces questions sécuritaires. Et effectivement, il faut faire très attention à ça. Mais si on a la vision de long terme d'une Europe de Lisbonne à Vladivostok, qui est la mienne, qui est celle de Marc Rousset, par exemple, qui est un ami, eh ben ça arrange bien, ça clarifie les choses. OK. Claude Janvier, vous avez une opinion sur le parapluie nucléaire français éventuellement partagé? Le parapluie nucléaire français, je pense qu'il est plein de trous, mais à part ça, il n'est pas de taille à lutter de toute façon contre la puissance nucléaire américaine. Oui, mais il suffit d'une bombe pour faire des dégâts. Ceux qui en ont 10 000 ou 1 000 ou 2 000 comme les États-Unis et la Russie. Il suffit d'une seule. Il suffit d'une seule. Mais ceci dit, moi, ce qui m'effraie le plus, c'est que nos bombes nucléaires sont entre les mains de gens qui sont absolument des irresponsables. Voilà. Nous avons vous parlez le problème. Des dirigeants français. Je parle des dirigeants français et je parle de la quasi-totalité des dirigeants de l'Europe occidentale. Je ne parle pas de l'Europe un peu des pays de l'Est, comme l'a suggéré Tariq tout à l'heure, comme la Hongrie. Oui, mais ils non plus, ils ont pour plus. Le moment. Oui, mais voilà, le problème, moi, je n'ai aucune confiance aujourd'hui dans les dirigeants de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, etc., etc. Je n'ai aucune confiance parce que ces gens sont des irresponsables. On est dirigé de plus en plus, malheureusement, il faut l'avouer, en idiocratie. Nous sommes de plus en plus en idiocratie. Quand on voit le niveau de nos politiciens, quand on voit le niveau de nos dirigeants, et le niveau des médias propagandistes aussi, mais c'est affligeant. Allez, on va faire un dernier petit tour de table. On va faire un dernier petit tour de table sur ce qui s'est passé à Munich. Puisque certains disent que les paroles de J.D. Vance, je sais que l'un va prendre J.D. Vance comme... C'est mon coup de cœur d'aujourd'hui. Tariq, OK. J.D. Vance, le coup de cœur. Mais ce qu'il a dit à Munich, est-ce que ça ne rappelle pas ce qui s'est dit à Munich en 1938 ? Est-ce que c'est moi qui suis... Mais je pense que non, vous trompez complètement. Il a dit, il y a un problème, il n'y a plus de démocratie européenne, vous n'écoutez plus vos peuples, et nous sommes en divergence, parce que vous n'écoutez plus le peuple, et la démocratie, c'est le pouvoir au peuple, Demos Kratos. Et sur des sujets notamment comme les flux d'immigration, et tout ce que vous trouvez à faire finalement, c'est comme vos peuples sont pas contents, c'est de censurer et de vouloir les faire taire. Donc il dit, ça, nous avons une divergence. C'est ce qu'a dit J.D. Vance. Et je veux dire, c'est factuellement vrai, mais ça fait très mal aux dirigeants européens de recevoir cela devant tout le monde. Donc le parallèle Munich est sans objet aucun. Il a rétabli le common sense, le bon sens. Le bon sens, c'est vraiment quelque chose qui est un concept totalement perdu, inconnu. Et qui maintenant ressurgit du côté de l'Amérique. On ne s'y attendait pas, franchement. Mais c'est une bonne surprise. Et on prend avec plaisir. Très bien. J.D. Vance et le common sense. Allez, très bien. Merci, messieurs. On se retrouve dans quelques secondes.
pour les coups de gueule et les coups de cœur des 4 intervenants. Clasheurs, à tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Rebonjour, les coups de gueule et les coups de cœur. C'est Monsieur Murer, Philippe de son prénom, qui s'y colle. Alors, je vais commencer par le coup de cœur. C'est toujours le plus dur parce qu'on est dans une époque tristoune où il y a peu de choses très réjouissantes. Donc, le coup de cœur, j'ai failli me dire, c'est l'équipe de France de rugby qui est magnifique, formidable. Et puis, j'adore ce sport, qui est un sport de solidarité. 70 points contre l'Italie. Voilà. Mais bon, je me suis dit, soyons sérieux, on va faire quand même du politique. Donc, vous allez prendre ça pour de la provocation, Franck, mais je vais dire, mon coup de cœur, c'est pour Poutine. C'est-à-dire que Poutine... il a gagné cette guerre, les troupes russes avancent, et en fait, au lieu de tomber dans l'hubris et de dire je vais essayer d'aller plus loin, de conquérir toute l'Ukraine, ou d'aller même conquérir Odessa, je pense qu'il n'ira pas à Odessa, il se limite au Donbass, et il accepte la main tendue, l'apaisement avec les États-Unis, la paix. Je trouve que c'est une excellente chose pour le monde, donc coup de cœur à cette chose-là, et à ce qu'a fait Poutine. Ok, vous avez été super bref. Vous allez donc avoir un petit peu plus de temps, si vous voulez, pour votre coup de... Coup de gueule, c'est pour le RN. Okay. Le RN, que les Français factuellement ont choisi comme le parti anti-système pour renverser un système qui nous emmène au désastre et qui est extrêmement arrogant et vaniteux. Or, le RN est en train, à force de vouloir se notabiliser, se dédiaboliser, est en train de se diluer tout simplement dans le système. On l'a vu mardi, où ils n'ont même pas voté contre la nomination de Richard Ferrand au poste très important de président de Conseil constitutionnel. Alors que cet homme est entouré d'un fumet de corruption absolument nauséabond et très important. Et qu'en plus, il n'est pas du tout indépendant de Macron, puisqu'il a dit « J'aimerais bien que Macron fasse un 3e mandat. Ça me paraît être une bonne chose. » Et que le RN laisse passer Ferrand, ça a été d'ailleurs extrêmement coûteux pour eux politiquement en termes d'image. Mais ça, c'est le cas depuis longtemps, parce qu'ils ont laissé gouverner des gens qui ne défendent absolument pas la France, comme Bayrou et Barnier, des européistes au dernier degré. En faisant ça, ils laissent Macron continuer à gouverner, alors que, en empêchant des gouvernements macronistes, ce qui est normal, ce qui est le rôle d'opposition, eh bien, il pourrait pousser à la démission de Macron. Et Macron, il veut céder l'arme nucléaire de la France à l'Union européenne. Et puis le RN laisse l'Union européenne se fédéraliser. Parce qu'on l'oublie, il y a une loi pour la fédéralisation de l'Union européenne. Il y a Mario Draghi qui demande que l'Union européenne devienne un super-État, et donc que la France devienne une mini-province. Et donc moi je dis coup de gueule contre le RN qui défend son image dans les médias et qui ne défend plus le peuple français. Ok, merci beaucoup. Tariq Dali, vous commencez par le coup de gueule ou le coup de cœur? Vous avez une 30. Alors, je vais commencer par le coup de cœur, puisqu'il est dans la suite de ce que nous avons dit depuis une heure. Oui. Mon coup de cœur ira à James David Vance, parce que son discours de Munich me rappelle à certains égards le discours que Solzhenitsyn a prononcé il y a un demi-siècle à Harvard. Carrément. À l'époque, l'ombrageux dissident russe, en 1978, disait que le monde occidental avait perdu son courage. Et que ce déclin du courage était particulièrement sensible dans la couche dirigeante et dans la couche intellectuelle. En 78. En 1978. Et en 2025, l'écho lui en revient depuis Munich, par ce jeune Américain qui exhorte cette couche dirigeante à avoir le courage de laisser le peuple s'exprimer plutôt que de le censurer de partout. James David Vance, d'ailleurs, se déclare bien davantage inquiet, et là on en a parlé pendant toute l'émission, de la menace que représente la menace de l'intérieur, le recul de l'Europe sur les valeurs les plus fondamentales, plutôt qu'une menace qui viendrait de la Russie ou de je ne sais trop. Mais c'est un peu comme Saint Jean-Paul II. James David Vance, il exhorte donc les politiciens... Il a été sanctifié, Jean-Paul II ? Saint Jean-Paul II, oui, ça fait quand même quelques années. Hein. Ok, ça m'a échappé, pardon. Vous n'êtes pas un bon chrétien. Et pourtant, j'aurais tant à vous dire sur Jean-Paul II. Ouais. Bon, donc c'est comme ça, Jean-Paul II. Donc Vance exhorte les politiciens européens à ne pas avoir peur du peuple. En décembre, il a déclaré, les élections ont été annulées en Roumanie sur la base de vagues soupçons. Mais si vous pensez que votre démocratie peut être détruite avec quelques centaines de milliers de dollars de publicité numérique provenant d'un pays étranger, alors c'est qu'elle n'était pas solide au départ. Solzhenitsyn, lui, il avait demandé s'il fallait se rappeler que le déclin du courage avait toujours été considéré comme le signe avant-coureur de la fin. Alors moi j'ai des raisons d'espérer, parce que dans les propos de James David Vance, j'ai trouvé aussi des accents à la Enoch Powell. C'était le numéro 2 du Parti conservateur lorsqu'en 1968, il alertait sur le changement de peuple, en 1968. Eh bien, Enoch Powell a été définitivement ostracisé. Mais
ce ne sera le cas ni de Vance ni de Trump. Ils ne seront pas ostracisés, eux. Et ça me donne de l'espoir. Super, ça c'était votre coup de cœur pour J.D. Vance, James David, hein, on a appris son Alors le coup de gueule. Le coup de gueule, un peu plus court, hein, s'il vous plaît. Ah non, il va être plus long. Vous avez bouffé tout votre temps. Ça va être contre les sénateurs et particulièrement... Faites-le sans texte, faites-le. Ça va être contre écrit. les sénateurs et particulièrement ceux qui se croient de droite uniquement parce qu'ils ont voté une loi interdisant à un clandestin sous OQTF de se marier. Ouais. Ah, ça veut dire qu'un clandestin sous OQTF a tous les droits, il va plus avoir celui de se marier. Ça veut dire que voilà, pour mettre fin à une absurdité, on légitime une présence clandestine. Alors maintenant, est-ce qu'ils vont comprendre, les sénateurs, qu'un clandestin, par définition, puisqu'il est sous OQTF, qu'il n'a rien à foutre là, il n'a aucun droit, si ce n'est celui d'être expulsé ou d'être enfermé. Oui. Maintenant qu'on a voté cette loi, il va falloir en voter une autre, pour interdire au même type d'individu d'ouvrir un compte en banque, de passer son permis de conduire, de s'inscrire à un club de sport. On votera la loi parce qu'il y aura un jour ou l'autre un banquier, une auto-école, un président de club, plus avisé que les autres, qui va refuser. Donc on va voter une loi ? Non, voyons voir. Il faut mieux suggérer aux législateurs à ce moment-là d'affirmer clairement dans le droit que par définition tout acte contractuel ou juridique accompli par un clandestin est nul et non avenu. Ouais. D'ailleurs, c'est le cas en matière contractuelle. Essayez donc de demander à votre assureur de vous indemniser si vous vous plantez en bagnole alors que vous n'avez pas votre permis. Je vous souhaite bon courage. Ouais. Bon voilà, donc la question c'est que c'est toujours la même question, c'est-à-dire que les politiciens à court de vue, un problème, une loi, un problème, une loi. Non, moi j'attends du garde des Sceaux que le procureur requiert la relaxe de Robert Ménard. Indépendance de la justice, oui très bien, mais pas du parquet. Il est tout à fait loisible à M. Darmanin de faire en sorte que le procureur qui traitera des persécutions contre Robert Ménard soit un homme intelligent et de bon sens. Les procureurs reçoivent des instructions. Exactement, et le jugement fera jurisprudence. Ouais. Donc ça, c'est beaucoup plus sérieux, c'est de la politique et ce ne sont pas des tartarinades à faire semblant de travailler parce qu'on vote des lois tous les 4 matins. Et à force de voter des lois tous les 4 matins, on fabrique le gouvernement des juges. Et ça, c'est contre la liberté. Ok, excellent. Merci beaucoup, Tariq. Et sans prompteur. Sans prompteur. Vachement bien. Ok. Alors, allez-y, Claude Janvier. Coup de cœur. On va commencer par le coup de cœur. Allez-y. Eh ben moi, mon coup de cœur, c'est Donald Trump, Elon Musk, mais surtout Donald Trump, qui met un coup de pied donc, dans l'USAID, dans la fameuse ONG USAID, l'USAID, et de l'OMS. Et j'ai trouvé ça très bien, parce que c'est un coup de cœur, parce que quand on planche un peu sur l'USAID, donc cette ONG, on s'aperçoit qu'une petite part, mais vraiment marginale, d'aide humanitaire allait vraiment aider des pays aux 4 coins du monde, mais que la plus grosse partie allait financer donc des organisations liées au terrorisme, etc., etc. Ouais, il faut monter des coups d'État. C'est l'inverse, c'est pas non. Parce qu'il y a des exceptions de financement d'activités douteuses que c'est justifié ? Eh bien non, le président serbe Vučić vient de dénoncer que 3 milliards de fonds provenant de l'USAID ont été destinés à... Oui, plus de 3 milliards de dollars ont été destinés à justement fomenter des troubles en Serbie. C'est pas moi qui le dis, c'est le président serbe qui l'a déclaré il y a peu. Le budget de l'USAID, c'est 21 milliards, hein. Donc ça serait une très grosse portion. Non, mais ça s'est fait... 40 milliards Attention, ça s'est fait sur plusieurs années. Okay. Hein. Après, il y a le sénateur républicain Scott Perry qui a dévoilé, preuve en main, la triste réalité. Entre 2020 et 2025, près de 48 millions de dollars ont été détournés sous des prétextes de projets au Nigeria, par exemple. Donc, je trouve ça absolument très bien que Donald Trump ait eu le courage de donner un coup de pied dans la fourmilière. Et ben voilà, ça nous fait un bol d'air. Voilà, ça c'était mon coup de cœur du jour. Et votre coup de gueule alors ? Et mon coup de gueule, ça va sur les médias propagandistes, les médias mainstream, j'entends, qu'on s'entende bien, qui, en fait, au lieu de envoyer de bonnes informations, de véritables informations, ne font que de la propagande et ça se vérifie tous les jours. Alors, exemple, c'est simple. BFM TV, il y a pas longtemps, il y a quelques jours, nous a trouvé un expert redoutable, il s'appelle David, pour commenter donc l'envoi militaire de troupes en Ukraine. Ils ont chopé un David à Épinal à la sortie de son bistrot favori parce que le gars, il avait 4 grammes d'alcool dans le sang à peu près parce qu'il zozotait, il était je sais pas très bien, mais oui, il faut envoyer des troupes en Ukraine. Voilà, ça c'est BFM TV qui nous a trouvé l'expert le plus incroyable. Et le coup de gueule, donc j'en ai un peu marre de ces médias qui nous enfument tous les jours. Et je voudrais faire une citation de Julian Assange.
Pour clore ce coup de gueule, voilà ce que déclarait Julian Assange. L'une des choses les plus importantes que j'ai découvertes est que presque chaque guerre qui a débuté au cours des 50 dernières années a été le résultat de mensonges médiatisés. Les médias auraient pu les arrêter s'ils avaient fait assez de recherches au lieu de relayer la propagande du gouvernement. Qu'est-ce que cela signifie fondamentalement ? Cela veut dire que les populations n'aiment pas les guerres. Elles doivent être manipulées pour accepter les guerres et n'acceptent pas aveuglément d'aller en guerre. Donc, si nous avions un bon environnement médiatique, nous aurions un environnement pacifique. L'ennemi numéro 1 est l'ignorance et je crois que c'est l'ennemi numéro 1 de tout le monde. L'ennemi est de ne pas comprendre ce qui se passe réellement. C'est seulement quand vous commencez à comprendre que vous pouvez prendre de meilleures décisions. La question est, qui fait la promotion de l'ignorance ? Ce sont des organisations qui essayent de garder des secrets et ces dernières déforment l'information réelle pour la rendre fausse ou biaisée. La majorité des médias est exécrable et déforme tellement la réalité du monde dans lequel nous vivons que le résultat observé est une continuité de guerre et de gouvernement corrompus. Nous devons nous questionner si le monde ne serait pas mieux sans eux. Et voilà, c'était une citation de Julian Assange. Merci beaucoup. Jacques-Georges. Moi, je vais faire baisser le niveau, de beaucoup On a même, l'habitude, vous savez. dans la forme et dans le fond. Oh là là. Dans la forme, parce que j'ai pas préparé aussi bien, et dans le fond encore plus. Alors, mon coup de cœur, ça parle du cœur, justement. C'est juste une anecdote. Il y a 15 jours, j'ai un ami qui m'appelle pour me dire, tu sais, j'ai des problèmes d'arythmie cardiaque, et je vais me faire opérer. Ben, je lui ai dit, écoute, on va bouffer ensemble... je dirais pas une dernière fois, mais enfin, on va bouffer ensemble. Toujours optimiste, Jacques-Georges. Voilà. Et le jour de l'opération, il est opéré à 11h du matin. Je pensais à lui, et à 5h, il m'appelle. Oui. Pour me dire, ben, écoute, je vais bien. Il a eu une sonde qui est montée jusqu'au cœur, qui a percé le cœur, qui est allée dans le ventricule, qui a supprimé une partie de son cœur qui est à la source de l'arythmie cardiaque. Et on l'a, bon bref, j'ai dit, mais écoute, c'est formidable, c'est un miracle. Ben, pour une fois, voilà une bonne nouvelle. Voilà, si dans le monde qui est le nôtre, tout va en général, à mon avis, plutôt de plus en plus mal, sauf la santé quand même. Les techniques chirurgicales, c'est absolument extraordinaire. Ouais. Vous me direz, ça donne du supplément de vie à des vieux. Ça a peut-être un intérêt géopolitique lointain. Mais enfin, malgré tout, c'est quand même positif. Alors, je rends hommage quand même aux chirurgiens et aux hommes de tous les opérateurs de santé. J'ajouterai un mot, moi, sur les traitements sur le cancer qui sont en train de faire des progrès très importants et très rapides. Très intéressant pour nous tous. Hein. Ah oui, quand même. On va tous être concernés à un moment. On verra comment tout ça se conjugue avec toutes les catastrophes qu'on nous annonce par ailleurs. Mais enfin, allez, bref, coup de gueule. La technique se porte bien. Voilà. Oui. Alors, le coup de gueule, alors c'est pareil, c'est vraiment lamentable. Le niveau est lamentable. Mais enfin, c'est vécu de la semaine dernière. Je vais beaucoup à Honfleur. Et je prends donc l'autoroute A13. Ouais. Et l'autoroute A13, jusqu'à une date récente, il y avait des péages. Il y avait 3 péages pour aller à Honfleur. Maintenant, il n'y en a plus. Oui. C'est formidable. C'est formidable. Okay. Alors, donc vous n'êtes pas un ennemi du progrès, Jacques. Non, si, justement, vous allez voir. Alors voilà ce que dit la SANEF. Hein. Oui. Maintenant, avec ces 3 péages supprimés, maintenant, ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Hein. Non, malheureusement, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que quand même, on sert des nobles causes. Par exemple, nous allons redéfinir la relation que nous voulons construire pour et avec nos clients. C'est magnifique. Hein. Et puis alors, ils écrivent également, ça donne un nouveau sens à notre mission de service public. Je trouve ça magnifique, vraiment. Dans le temps, je payais avec des pièces. Après, je payais avec une carte. Maintenant, je paie. Alors attention, justement, c'est ça qui est drôle. Que se passe-t-il si je ne paie pas mon passage au péage en flux libre ? Oui. Ça s'appelle flux libre. C'est ça. Je dispose d'un délai de 72 heures pour régler mon péage. Alors, si je n'ai pas réglé dans les 72 heures par informatique, c'est une infraction.
Et il y a un avis de paiement dans les 15 jours qui suivent la loi. L'indemnité forfaitaire est minorée à 10 euros en plus du prix du péage. Si je ne paie pas dans les 15 jours, entre 15 jours et 2 mois, l'indemnité forfaitaire est majorée à 90 euros en plus du prix du péage. Et au-delà de 2 mois, c'est 375 euros appliqués par le tribunal de police. Ça veut dire concrètement, quand je suis rentré chez moi, il a fallu que je m'emmerde, excusez-moi, que mon kikine, disons, à souscrire une espèce d'abonnement. Il a fallu que je donne mon nom, mon immatriculation, le numéro de ma carte bleue et l'âge de ma belle-mère. Voilà. Ouais. Donc c'est un progrès, n'est-ce pas? C'est un progrès vers la bureaucratie, vers le contrôle, le flicage généralisé. Oui. Et surtout c'est toi qui fais le travail d'eux. Voilà, ils devaient t'encaisser, maintenant c'est toi qui fais le boulot. Voilà, exactement, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle le progrès. Alors c'est un petit coup de gueule, mais ça veut dire beaucoup de choses quand même. Voilà. Est-ce que ça se règle pas en ayant l'abonnement au télépéage si tu prends un abonnement, t'es très bien, au contraire. Moi, ça fait longtemps que j'ai fait ça. Moi, c'est ce que je vais faire aussi. Je vais être obligé de le faire, mais je préférais le système où on payait en pièces d'or. Moi, je préférais. Ok, et quand vous y alliez à cheval à Honfleur, ça prenait combien de temps, Jacques? Oui. Non, il y a toujours des arguments. Non, ça vous fait rigoler, mais c'est le flicage généralisé. On est surveillé, fliqué, surveillé, pisté, voilà. Ça existe partout aux États-Unis. Mais c'est ça le problème. C'est pas parce que ça existe qu'il faut en être fier. Dans tous les cas, j'espère que ça vous empêchera pas d'aller en fleurs. Ça va pas m'empêcher, mais disons que je me sens un petit peu plus fliqué qu'avant, c'est tout. Allez, j'invite ceux qui ne connaissent pas Honfleur, hein, franchement, d'y aller passer un week-end, c'est magnifique. Le bassin de Honfleur, exceptionnel. Allez, merci messieurs, merci pour vos opinions, vos coups de gueule, votre coup de cœur. On se retrouve dans 15 jours avec une nouvelle émission et de nouveaux intervenants.